Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с БИМ. И сейчас позвольте мне наконец представить участников нашей сегодняшней дискуссии. Я прошу их ходить на сцену, занимать свои места. Итак, Александр Осипов, генеральный директор Академии БИМ. Миклаш Совини-Люкс, директор по стратегическому развитию Графисофт. Оливье Гризе, президент DSI Saint-Gobain. Дмитрий Курников, начальник департамента проектных работ ДСК «Град». Николай Клементьев, директор по проектированию группы компании «Спектрум». Александр Рулев, начальник отдела компьютерного и информационного обеспечения Мосгосэкспертизы. И, наконец, Пьер Мит, экс-президент Национального объединения экономистов в строительстве, ответственный непосредственно за внедрение технологии BIM в строительную отрасль Франции. Ну, собственно, месье Мит, вам и слово. Мы только что послушали о том, как технология BIM будет внедряться в российскую практику, в чем отличие французского подхода, в чем национальная специфика ваших организаций, ответственных за внедрение. Пожалуйста. Je peux avoir le PowerPoint, s'il vous plaît. Merci de me donner la chance de revenir en Russie. J'ai eu une expérience il y a une quinzaine d'années de construire un centre culturel à Yaroslav, et quand on m'a proposé de venir parler du BIM en Russie, j'ai tout de suite oui, et ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Donc je vais vous présenter un petit peu l'approche stratégique du BIM en France. Alors, tout à l'heure, Bertrand Delcambre vous a rappelé un peu les trois grands axes du plan de transition numérique. Le retard que l'on avait, nous, en France, c'est que d'un point de vue technique, les choses avaient évolué, mais d'un point de vue politique, il n'y avait pas forcément une parole étatique pour la mise en place de la politique du BIM en France, et c'était un petit peu dommage. Et donc, avec la nomination de Bertrand Delcambre comme président du plan de transition numérique, ça a eu le bon effet de pouvoir organiser la mise en place du BIM sur le territoire français. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition est grande, c'est le BIM pour tous, quels que soient les acteurs et quels que soient les chantiers. C'est-à-dire qu'on va de la multinationale à l'entrepreneur qui est tout seul, avec peut-être un salarié. Donc la route va être longue et le chemin ardu. Donc, pour que ça puisse fonctionner, eh bien, dans les orientations du plan de transition numérique, eh bien, il faut donner confiance aux acteurs, donc il faut faire des expérimentations, il faut des retours d'expérience, et le BIM doit être porté par les maîtres d'ouvrage, parce qu'en fin de compte, au final, le propriétaire de cette fameuse maquette numérique, comme on a simplifié l'appellation du BIM en France, c'est le maître d'ouvrage, le propriétaire du bien qui va la récupérer. Donc, il faut que cet acteur il soit vraiment sensibilisé par le sujet. Ensuite, on a dit que les acteurs, ils allaient être nombreux, donc il faut les accompagner. Il faut les accompagner par le biais de la formation, que ce soit la formation initiale ou que ce soit la formation continue. Il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et que l'ensemble des acteurs comprennent bien vers quoi on veut tendre. Et puis aussi, il va falloir réfléchir à développer des outils pour que ces acteurs puissent s'approprier la technologie. Comme je dis toujours, Caterpillar fait des godets qui font 20 mètres cubes et fait des godets qui font 200 litres, c'est pour faire le même travail, mais on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Donc, en ce qui concerne les outils pour utiliser la maquette numérique, il va falloir adapter aussi ces outils à l'importance et au rôle des acteurs. Et puis, le dernier point, qui est le point le plus important, il faut instaurer un climat de confiance. Aujourd'hui, ce matin, ceux qui ont assisté aux conférences de mes amis architectes ont parlé qu'en France, on avait beaucoup de réglementations, beaucoup de normalisations, et parfois ces normalisations s'entrechoquent
et on arrive à faire des bâtiments qui peuvent être en fin de compte impropres à destination et que l'usager n'est plus au cœur du problème. J'ai fait partie de gens qui ont lutté un peu contre la normalisation et là je retourne ma veste et je dis que pour que le BIM en France, mais le BIM en Europe et le BIM dans le monde, il faut qu'il réponde à un minimum de normalisation parce que sinon, au niveau du jeu des acteurs, ça va être un peu compliqué. Alors revenons à notre France. Là, je vous ai mis un petit PowerPoint pour représenter le poids du bâtiment en France. Donc c'est un point, ça pèse relativement lourd dans le monde de l'économie et surtout, ce monde du bâtiment, il y a un nombre d'acteurs phénoménal. Donc là, j'ai repris que quelques chiffres. Alors, les 60 000, ce sont ce qu'on va appeler les maîtres d'ouvrage publics. Alors en France, on a 36 000 communes. Quand vous rajoutez les collectivités, les communautés de communes, les agglomérations, les départements, les régions et une multitude d'organismes, on arrive à peu près à 60 000 maîtres d'ouvrage publics potentiels. Quand on passe dans la sphère privée, eh bien, on est 60 millions en France. J'ai enlevé les gens de plus de 65 ans et j'ai enlevé les gens en dessous de 20 ans. Ça fait 40 000 personnes qui sont potentiellement en capacité de devenir un maître d'ouvrage. Et puis, pour répondre aux attentes de ces maîtres d'ouvrage, eh bien, il y a la maîtrise d'œuvre et les autres acteurs de la maîtrise d'œuvre. Donc moi, économiste de la construction, en anglais, Charter ou Quantity Surveyor, fait partie de la maîtrise d'œuvre. Et autour de cette maîtrise d'œuvre, on peut arriver à dénombrer à peu près 90 000 acteurs. Donc ça fait encore beaucoup de monde. Ensuite, on a le monde des entreprises. Donc des entreprises de toute taille, on a les majors, les 3 majors français que tout le monde connaît, mais aussi on a une multitude de petits intervenants, des artisans, et puis on a aussi nos amis, nos partenaires industriels, dont nous en avons un dans la salle, un industriel français de renommée mondiale, donc on dénombre à peu près 7000 industriels qui fabriquent des produits pour ce monde du bâtiment. Donc, quand l'enjeu de la France c'est le BIM pour tous, quand on voit le melting pot d'acteurs, on se dit la tâche ne va pas être simple. Et donc, si on veut pouvoir s'organiser, eh bien, comme je disais tout à l'heure, il faut normer, il faut stabiliser l'ensemble des échanges, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, dans le monde du bâtiment, en France, la maquette numérique, ça fait des années qu'on en parle, mais on s'était surtout focalisé sur la partie en amont, c'est-à-dire la phase de conception. En fin de compte, bon, mes amis architectes sont partis, mais on prenait ça pour le jouet, la Game Boy de l'architecte qui permet de faire rêver son client, de faire tourner le bâtiment et de voir sous toutes ses coutures. Ça avait un peu de la peine à décoller. Et l'idée, c'est de se dire, cette maquette numérique, il faut se la positionner dans une autre vision que dans les phases amont, et il faut la prendre sur la notion de cycle de vie d'un bâtiment, de la phase conception, même avant de la phase programmation, jusqu'à la déconstruction du bâtiment. Et ça, le meilleur moyen de passer de l'information, on a retrouvé du temps de la construction des pyramides, des plans faits sur des papyrus, ensuite on a travaillé sur les parchemins, et on a toujours fait passer des schémas, des croquis, parce que je me rappelle quand je travaillais en Russie, je ne parle pas un mot de russe, mais il y avait un moment, on faisait un petit dessin, et on arrivait à se comprendre avec mes homologues russes. Donc la représentation visuelle est très importante dans notre monde du bâtiment. Par contre, pendant des générations, on n'a fait qu'échanger des traits. Hein, du papyrus jusqu'à la CAO, à la DAO, on avait des traits, du vectoriel et des traits qui n'avaient pas d'intelligence. Donc si on veut aller plus loin, il faut aller vers de la 3D, de la représentation d'objets, des objets avec une représentation de cet objet qui va évoluer suivant les phases de construction, mais ce n'est pas seulement du graphisme, c'est aussi de l'information qui est embarquée. Donc ça veut dire on charge, comme on dit vulgairement en France, on charge la mule, et c'est très compliqué de pouvoir se mettre dans notre tête qu'il va falloir prendre en considération toutes ces problématiques. Et tout ça pour aller vers un résultat. Alors ça, c'est un
un extrait de fichier d'une maquette numérique. En fin de compte, travailler à la maquette numérique, on a d'un côté, on a une nomenclature d'objets, on a une représentation graphique et on a des objets embarqués. Donc c'est vraiment une évolution par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ce travail, pour utiliser la maquette numérique, en France, il y a des gens qui ont peur de se dire cet outil va me remplacer ou il y a d'autres personnes qui vont faire le métier que je faisais. Si on veut tendre vers cette notion d'interopérabilité ou en fin de compte qui est le stade ultime du BIM, de la maquette numérique, où tous les acteurs vont travailler sur un fichier unique, sur une base de données, sur un serveur, sur une base d'accueil qui va prendre toutes ces données, on peut avoir un petit peu un flou artistique dans le jeu des acteurs. Et aujourd'hui, nos amis les assureurs, Bertrand Delcambre tout à l'heure faisait allusion à eux, les assureurs voient d'un bon œil l'utilisation de cette maquette numérique à une condition, c'est que chaque acteur continue à faire son métier. Je suis architecte, je suis ingénieur, je suis entrepreneur, je suis gestionnaire de patrimoine, j'utilise la maquette numérique comme un vecteur pour faire passer l'information, mais je suis responsable d'un métier. Et donc, si on reste dans cette logique-là, le BIM en France avancera. Sinon, si on commence à faire une confusion sur le rôle des acteurs, tout de suite, il y a des points de blocage. Tout à l'heure, la représentante de la ministre parlait de comment on peut mettre en place la politique du BIM en Russie au regard des textes contractuels. Nous, en France, les marchés publics sont régis par la loi MOP. C'est une loi qui régit les rapports entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d'œuvre privée. Alors certains ont commencé à dire que la maquette numérique, le BIM, ne pourrait pas fonctionner avec cette loi. Et quand on regarde, eh bien, en fin de compte, on voit que si, parce que dans cette loi, on nous donne des niveaux de rendu des prestations suivant les phases d'une étude. Eh bien, au lieu de rendre des plans, eh bien, on va rendre des maquettes avec des niveaux de définition différents. Donc, ce n'est pas la peine de réécrire la loi. On peut rester avec cette loi. Par contre, comme l'a dit aussi la représentante du ministère, la vision de la France pour la mise en place du BIM, c'est Open BIM et non pas Close BIM. Aujourd'hui, on ne connaît pas, quand on va créer une donnée à l'intérieur d'une maquette, on ne connaît pas au moins 80% des acteurs qui vont utiliser cette donnée. Si on rentre dans un format où on est sur un Close BIM, et que je suis en obligation d'avoir l'outil qui a créé la donnée pour la lire, dans 10-15 ans, ça risque d'être compliqué. Donc, la démarche de la France, c'est vraiment d'aller vers un Open BIM. En ce qui concerne la normalisation, c'est jamais simple, parce que le BIM, il n'est pas français, il n'est pas russe. Le BIM, il est même pas européen, il est mondial. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jeu d'équilibre au niveau des acteurs. Et quand on regarde cette petite présentation, on a au niveau mondial, on a Bundesmark International qui a porté sur les fonds baptismaux le fameux format IFC, Industry Foundation Class, qui a été repris ensuite par l'ISO. Donc là, ça fait déjà un niveau de reconnaissance de ce format, parce que je rappelle que Bundesmark n'est qu'une association. Ensuite, au niveau européen, il n'y avait rien concernant le BIM au niveau de la normalisation. Donc au niveau de l'Europe, pendant un an, les pays de la communauté ont travaillé pour savoir s'il fallait mettre en place un groupe de normalisation du BIM. Aujourd'hui, ce groupe, il est créé, c'est le CEN 442, pour pouvoir justement, ce qui était normé au niveau de l'ISO, de les faire descendre au niveau du CEN, pour qu'ensuite, on puisse le faire redescendre aux pays membres de la communauté européenne. Donc il va se passer un peu de temps, mais les choses vont bon train. Et puis, la communauté européenne s'est intéressée au sujet, parce que ce que fait le CEN, c'est vraiment un travail de normalisation, mais le BIM, c'est aussi un jeu d'acteurs. Et on peut utiliser les mêmes technologies, mais d'un pays à l'autre, les acteurs sont différents. Je suis allé, par exemple, en Finlande, et en Finlande, le mode de construction, la responsabilité, le jeu des acteurs, il est complètement différent de ce qui se passe en France. Et je pense que si je faisais le tour de ce qui se passe en Russie, c'est aussi différent. Mais au final, on va quand même utiliser les mêmes outils, la même technologie. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, on ait un peu des choses qui redescendent au niveau du pays. Et la communauté européenne, en mettant en place cette task force BIM européenne,
permet aux États de discuter comment on va mettre en place la politique du BIM dans chaque pays. Et puis, en ce qui concerne la France, eh bien, pendant des années, il n'y avait pas de voie politique du BIM. Donc aujourd'hui, nous avons le plan de transition numérique dont Bertrand Delcamp vous a parlé tout à l'heure. On a une association qui s'appelle Mediaconstruct. Mediaconstruct, en fin de compte, c'est le chapitre français de Buildningsmark International. C'est elle qui essaye de défendre l'Open BIM en France. Et puis, on a l'AFNOR, qui est notre organisme de normalisation à la française, qui est qui travaille et qui participe aux travaux du CEN. Alors, aujourd'hui, les trois grands sujets de la normalisation, enfin quatre sujets. D'abord, le format. Donc, Buildningsmark porte le format IFC, qui a eu une norme ISO. Le format IFC, ça date pas d'hier. Le format IFC 1.0, ça date de janvier 1997. Aujourd'hui, l'IFC 4, qui a été normalisé en ISO, date de mars 2013, donc il y a eu une évolution sur le sujet. Donc ce format IFC, alors certains vont vous dire, ça ne marche pas très bien. Bon, j'aurais tendance à dire que ça marche bien, ça pourrait mieux marcher, et ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays, eh bien, tout le monde un peu balbutie pour la mise en place du BIM dans son pays. Et quand on est sur un format ouvert sur lequel on pense qu'il y a une multitude d'acteurs qui vont venir se connecter, eh bien, au fur et à mesure que les acteurs rentrent en scène, parfois il faut réécrire un petit peu le scénario. Et la fois suivante, eh bien, le scénario étant réécrit, eh bien, on va pouvoir travailler beaucoup mieux. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que quand on est sur un format propriétaire, quand on est sur du close BIM, eh bien, comme on met tout le monde dans le même système avec les mêmes outils et qu'on n'est pas dans une vision ouverte, c'est vrai que ça peut fonctionner mieux, mais parfois, le système fermé a des limites. Quand on veut faire venir un nouvel acteur, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un outil qui fonctionne dans cette chaîne de logiciels, eh bien, il reste à côté, il ne peut pas rentrer. C'est bien la notion de close BIM. Le format, on en parlait. Ensuite, la maquette numérique, elle va être faite d'objets, et ces objets sont avant tout des produits qui sont faits par nos amis industriels. Et il faut réfléchir, on a dit, c'est de la 3D avec de l'information qui est embarquée. On se dit aussi qu'on est sur une notion de cycle de vie, donc il faut savoir comment est-ce qu'on organise les données des produits en fonction des différentes caractéristiques. Moi, je suis économiste, j'ai besoin de données, un acousticien a besoin d'autres données, un thermicien a besoin d'autres données, celui qui va déconstruire le bâtiment aura besoin d'autres données, et il faut que toutes ces données soient parfaitement organisées. Donc en France, il y a une association qui s'appelle l'IMCC, qui regroupe un grand nombre d'industriels du monde du bâtiment, et qui ont voulu porter sur les fonds baptismaux une norme expérimentale, qui s'appelle XP-P0750, pour organiser ces données produits. Et aujourd'hui, cette norme, eh bien, on est en train de la faire remonter au niveau du CEN, au niveau européen, parce que les autres pays de la communauté européenne ont trouvé que l'idée n'était pas mauvaise. On parle des données embarquées, mais aussi on va parler de leur représentation de ces objets. On dessine des objets en 3D. Entre la phase esquisse, où l'architecte commence à modéliser le bâtiment, et la phase où on va remettre le dossier au maître d'ouvrage, où, à partir d'une maquette numérique, on va lui donner l'avatar de son bâtiment, la définition des objets, il va falloir qu'elle évolue. Et cette définition des objets, là j'ai pris l'exemple d'un mur. Au départ, un mur, ce n'est qu'un trait, et au final, un mur, il a plein de composants. Donc comment, sur le cycle de vie, et surtout là, dans la phase étude d'un bâtiment, comment est-ce qu'on fait évoluer le niveau de représentation des objets? Il faut qu'on se mette d'accord, il faut se mettre autour de la table, parce qu'on le verra plus tard, ça peut poser des problèmes si les gens n'utilisent pas le même niveau de représentation des objets. Et puis, dernier point, ce n'est pas de la normalisation, mais les autres parties, elles peuvent être discutées d'un point de vue européen, même voire mondial, mais le jeu des acteurs, il doit se faire dans chaque pays. Donc,
l'association Médiaconstruct a travaillé sur la mise en place d'un guide pour rédiger des conventions d'exécution du BIM. Et alors surtout, il faut s'affranchir de quelque chose. Vous allez faire du BIM dans un marché public, dans un marché privé, avec une entreprise générale, des entreprises séparées. Vous allez faire un bâtiment neuf, vous allez faire une réhabilitation. Et donc, vous n'allez pas réécrire à chaque fois une convention. Pourquoi? Parce qu'on se dit que quelle que soit la nature des travaux et quel que soit le jeu des acteurs, eh bien, ils vont faire des tâches, et on a parlé ça des vues métiers. Et on se dit que les vues métiers, elles peuvent être faites par des acteurs différents en fonction de la nature des projets, et qu'on a essayé de raisonner plus vues métiers que jeu des acteurs pour rédiger ce guide de convention. Ce guide de convention va être mis à la disposition à partir de début décembre à l'ensemble des organisations professionnelles pour qu'elles puissent regarder, donner leur avis, pour qu'ensuite ces documents soient disponibles à l'ensemble des acteurs pour rédiger les conventions. Et un travail important qui a été fait, c'est de faire un glossaire, parce qu'aujourd'hui, derrière des mots, des gens mettent des définitions différentes. Et le point important, c'est de savoir que l'on parle de la même chose derrière le mot BIM, derrière le mot building, building information modeling, qu'on a traduit en France bâtiment et information modélisée. On nous dit que la traduction de building à bâtiment, c'est un peu restrictif, parce que dans le mot building, on a toutes les constructions. Nos amis chinois ont traduit ça CIM, Construction Information Modeling. Donc voilà, mettons-nous d'accord en France sur ce que derrière chaque mot ou abréviation, l'on peut mettre en place. Alors, il y a eu une petite étude qui a été faite aujourd'hui par un organisme qui s'appelle l'AQC, Agence Qualité Construction, qui est financée par les compagnies d'assurance pour essayer de réfléchir au problème de sinistralité dans les bâtiments, de voir quand un produit industriel génère des désordres ou qu'une pratique aussi génère des désordres. Et ils se sont dit, on va essayer de voir est-ce que l'utilisation du BIM, la maquette numérique, ne générait pas des désordres. Donc ils ont pris une quarantaine d'opérations et ils ont essayé de voir. Et ce qu'ils ont pu constater, eh bien, nous conforte qu'il faut mettre de la réglementation, il faut organiser les choses. Quand on regarde sur le plan où on voit un plancher avec un flocage, et quand on peut regarder, on voit que les canalisations, elles collent sous le plancher métallique, il n'y a pas de flocage. Et pourtant, ils ont utilisé la maquette, sauf que la personne qui a dessiné l'objet du plancher, eh bien, elle a oublié de représenter l'épaisseur du flocage. Et celui qui a tracé les tuyaux, ben, il ne voyait pas, même s'il avait fait une détection de clash, eh bien, il n'y en aurait pas eu, parce qu'en fin de compte, l'objet n'était pas représenté. Des problèmes aussi de synchronisation de données. Ils ont utilisé la maquette, et là, on peut voir que les tuyaux ne tombent pas forcément devant les réservations qui ont été faites, ou autre cas de figure, où la définition des objets n'était pas la bonne. C'est-à-dire que là, on peut voir sur la partie complètement à l'opposé des tuyaux, on voit qu'on a une cloison qui sépare deux pièces et on a une gaine. Et la gaine, ce n'est pas la même chose que la cloison. Et la personne qui a dessiné une cloison qui va d'un bout à l'autre. Et en fin de compte, elle aurait dessiné une cloison qui doit s'arrêter sur la gaine, parce qu'au niveau après la gaine, c'est un autre objet. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail pédagogique à faire sur ce sujet. Ce matin, il y avait un architecte qui parlait que la maquette numérique, le BIM, ne devait pas s'arrêter au niveau du bâtiment. Aujourd'hui, on associe le monde de la maquette numérique au bâtiment, et il faut aussi prendre en compte les infrastructures. Donc il y a un travail qui se fait, un projet qui s'appelle le projet MIND, modélisation des infrastructures durables, pour que nos bâtiments qui vont être super intelligents, avec la maquette numérique, avec les objets connectés, eh bien, il faut que les terrains sur lesquels on les pose aient aussi de l'intelligence, et les voies qui nous permettent d'aller et de repartir de ces bâtiments, les réseaux, et aussi cette même niveau de précision, utilisent aussi ces outils de la maquette numérique, parce que sinon, il y aura vraiment le chaînon manquant. Le fait que la France ait changé dans l'image des gens de l'utilisation de la maquette, ça a été de prendre en considération que cette maquette numérique
à quel moment elle allait les servir, à quel moment toutes ces informations qu'on allait mettre à l'intérieur, on allait en avoir le plus besoin et en fin de compte sur le long terme, eh bien c'est de faire une analyse en coût global. Le coût global, on prend les valeurs d'investissement et les valeurs de fonctionnement. Et quand on fait un camembert, on voit que les phases de conception et de réalisation, c'est entre 20 et 25%, et le reste, c'est de la maintenance et de la gestion du patrimoine. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions et que cette maquette, eh bien, il faut la concevoir pour gérer un patrimoine et pas seulement pour concevoir un bâtiment et le construire, c'est vraiment pour le gérer. Et la petite illustration à côté, c'est que actuellement, on a plutôt tendance à chercher une information dans une botte de foin et qu'avec la maquette numérique, eh bien, on aura toutes les informations. Et si les données, comme je l'ai dit, ont bien été organisées, eh bien, le gestionnaire de patrimoine, il aura vraiment les informations dont il a besoin. Seul petit problème, c'est que il faut avoir une démarche, je l'ai dit, en coût global. Et la problématique du coût global, c'est un problème économique. Ça veut dire qu'on prend en compte les surinvestissements qu'on pourrait faire dans les phases de fonctionnement, donc de construction, de conception, et en fin de compte, on fait des économies sur la gestion et la maintenance du patrimoine. Sauf que chez nous, les budgets, ils sont étanches, et c'est un peu difficile de dire on va consommer un peu plus de crédit pour faire des économies à d'autres acteurs, et d'un point de vue comptable, on n'arrive pas à faire remonter les chiffres. Donc ça, il va falloir qu'on se pose la question, parce que ça, c'est un des enjeux de la mise en place de la maquette numérique. Nos amis européens se posent exactement les mêmes questions. Là, c'est le PowerPoint qu'on a mis en place lors de la première réunion qui s'est tenue le 24 février à Bruxelles. Ce qui est sorti de cette réunion, c'est qu'autour de la table, tout le monde voulait aller vers de l'open BIM. Donc c'est quand même gage que la politique de la France et ce que veut faire aussi la Russie, eh bien, on va bien dans le même sens. Et puis, ce qu'il faut se dire, souvent on me pose la question, mais à qui ça rapporte? Voilà. Mais moi je dis, mais aujourd'hui on n'a pas assez de retours pour savoir à qui ça rapporte. Et moi je dis déjà, tous ces acteurs qui travaillent sur cette maquette, s'ils arrivent déjà à mieux se parler, à mieux se comprendre, utiliser la maquette numérique, c'est faire une démarche qualité, c'est faire une mission de synthèse et c'est être transparent. Et donc, je pense que le jeu des acteurs, s'il se fait dans cette ambiance, eh bien, ça n'a pas de prix, parce que souvent, on a des conflits qui sont stériles, et la maquette devra nous permettre de les éviter. Voilà, merci de votre attention.